Radio, il est midi 24. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre sur Heure Essentielle. Tout de suite, les rendez-vous de l'immobilier. Il est question aujourd'hui des terres collectives. Pour nous éclairer à ce sujet, Mohamed Lazim, expert judiciaire et directeur général de Guy 4, est avec nous. Bonjour et bienvenue. Bonjour Kautar, bonjour Dunia, bonjour à tous. Avant de vous laisser la parole, Dunia, je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent réagir et poser leurs questions sur l'application Lux Radio. Alors Mohamed Lazim, nous parlons aujourd'hui des terres collectives qu'on appelle aussi les Soulaliettes, car le sujet est d'actualité ces derniers jours. Après cette annonce, l'année 2019 sera celle du début de la mise en œuvre effective du chantier royal de la mobilisation des terres agricoles appartenant aux communautés Soulaliettes. Ça a été la déclaration officielle. Alors pour recontextualiser, Mohamed Lazim, quand on parle de Soulaliettes, de quoi s'agit-il au juste ? Alors, les terres collectives, comme tu as dit, Dunia, donc les terres Soulaliyat, ou bien l'Aradi Soulaliyat, ou bien l'Aradi al-Jumou', ou bien le Jama'at. Alors, c'est un très grand sujet, et les terres collectives concernent un statut foncier très, très particulier et très ancien. En fait, c'est qu'au Maroc, et même avant le protectorat, la forme de la propriété était sous forme d'une propriété collective, jamaïa. Et cette propriété collective a été organisée par les coutumes locales. En fait, à l'époque, l'État a été représenté par Al-Qaïd, et les citoyens étaient organisés sous forme de tribus, jama'at, représentés par des nouab jma'a, mais sous la direction du chef de tribu. Alors ces chefs de tribu, dans le cadre d'un conseil, gèrent non seulement les conflits à l'intérieur des tribus, mais également les relations avec le Qaïd. Et pour comprendre le statut juridique des terres collectives, c'est que la terre appartient à la collectivité ethnique, le jama'a. Et les ayants droit, ils ont seulement un droit de jouissance. En fait, pour les terres collectives, la nue propriété, qui est Milkiyat al-Raqaba, ou bien la terre, appartient à la collectivité ethnique. Et la collectivité ethnique, elle a une personnalité morale, en vertu du Dahir 1919. Et cette personnalité morale différente de la personnalité physique de chaque membre de la collectivité. Je donne ici un exemple, Dunia. Oui, parce que c'est vrai que c'est assez complexe. Voilà. On est sur ce plateau, on est 3 personnes. Oui. Donc Mohamed Lazim, Dunia Hachem, Kautar Dahdouh, c'est ça? Oui, c'est bien ça. Kautar Dahdouh. Alors, on est sur le plan juridique, chacun de nous, il a une personnalité physique. Chacun de nous, voilà. Et chacun de nous, il a des droits, des obligations et même un patrimoine. Alors, si on constitue une société, nous les 3, donc la société, elle va avoir une personnalité morale différente de la personnalité physique des associés. C'est-à-dire que la société, elle va avoir des droits, un patrimoine, des obligations différentes de ceux des associés. Oui, c'est le même schéma que j'ai à titre individuel. Exactement, c'est différent. C'est le même schéma que le terre collective. La terre appartient à la collectivité ethnique, ça veut dire à la société. Et les ayants droit, ils ont seulement un droit de jouissance. C'est pour cette raison qu'on trouve que les ayants droit ne peuvent pas vendre le terrain. Pourquoi ? Parce que le terrain appartient à la collectivité ethnique et non pas au... Il y a sûrement un droit de regard. Exactement, voilà. Et donc concernant ça c'est sur le plan statut juridique. Maintenant, concernant l'état des lieux des terres collectives, on trouve au Maroc, on trouve une surface globale des terres collectives aux alentours de 15 millions d'hectares. Et si on veut les classer, ces 15 millions d'hectares sur le plan juridique administratif, on trouve plusieurs situations des terres collectives. Alors, Mohamed Lazim, merci déjà pour ces éclairages. Merci. Alors, je vous propose d'écouter justement à ce propos Abdelmjid El Ankari, c'est le gouverneur directeur des affaires rurales au sein du ministère de l'Intérieur, des propos qui ont été recueillis par Hajar Berry. Comme je vous ai dit, on est maintenant à 15 millions d'hectares comme superficie globale des terres collectives au Maroc, à travers le Maroc. Avec une toute petite précision, c'est que les zones sud ne sont pas comprises jusqu'à Goulemim. Ces 15 millions d'hectares, ce n'est pas de l'acquis. On est en train d'assainir le foncier. Il y a une partie de 3 millions d'hectares est immatriculée, titrée d'une façon définitive, d'où le litige est écarté. On a 8 millions d'hectares et soumis à la délimitation administrative.
Donc cette délimitation nous permet de stopper l'hémorragie de la spoliation de ces terres-là, et le reste est sur les voies de sécurisation. C'était Abdelmjid Lahakari, gouverneur directeur des affaires rurales au micro d'Ager Berri. Alors Mohamed Lazim, une réaction à ces propos? Alors, en fait, le Dahir de 1924 a introduit ce qu'on appelle la délimitation administrative. Alors pourquoi? Pour protéger les terres collectives. Cette décision de délimitation administrative doit être acceptée par les Noueb Jma'a, de par l'existence d'un coût pour réaliser cette délimitation administrative et qui doit être pris en charge par la collectivité ethnique à travers un fonds géré par la DAR, c'est la Direction des Affaires Rurales. Alors, cette délimitation administrative, une fois homologuée, produit des effets. Le premier effet, c'est que les limites de la terre collective en question ne peuvent être contestées. C'est-à-dire qu'une fois la délimitation administrative est homologuée, il y a une protection juridique au niveau des limites du terrain. Ça, c'est le premier effet. Le deuxième effet, c'est que la surface de la terre collective en question est déterminée d'une façon précise. C'est pour cette raison, moi, je dis que il y a 4 situations des terres collectives et non pas 3, comme il a dit monsieur le gouverneur. Donc il y a 4 situations des terres collectives. La première situation, ce sont les terres collectives immatriculées. D'accord. La deuxième situation, ce sont les terres collectives objets de la délimitation administrative, mais homologuées. C'est très important. D'accord. Et cela, bien sûr, cette homologation facilite l'immatriculation foncière. La troisième situation, ce sont les terres collectives objets de délimitation administrative, mais non encore homologuées. Et la quatrième situation, ce sont des terrains collectifs non encore homologués, mais sans aucune délimitation des limites. Donc il y a 4 situations des terres collectives. Alors je vous propose, Mohamed Lazim, directeur général de Guy 4, de poursuivre avec une autre déclaration du gouverneur directeur des affaires rurales au sein du ministère de l'Intérieur, toujours au micro d'Ager Berri. Le dernier, c'était en 1919, c'est celui des terres collectives. Donc, contrairement à ce qu'ils considèrent beaucoup de gens, c'est que le Dahir de 1919, c'est un Dahir de prédoctorat et la akhiré. Moi, je ne suis pas d'accord. Je dis que c'est un Dahir, c'est un texte qui est venu dans la suite des textes qui ont été promulgués à l'époque pour stabiliser et pour faire la différence entre différents statuts fonciers qui existaient au Maroc. Alors, Mohamed Lazim, vous nous disiez justement tout à l'heure que le Dahir 1919, c'était un statut particulier très ancien. Visiblement, il y a un désaccord là. Oui. Alors, d'abord, pour la réponse de monsieur le gouverneur concernant cette question, je suis tout à fait d'accord avec lui. Effectivement, le Dahir de 1919, il a stabilisé la situation des terres collectives au Maroc. Je vais expliquer pourquoi. Alors en fait, on va remonter un petit peu dans l'histoire. En fait, Lyautey, donc c'est lui qui a gouverné la colonisation du Maroc. Donc Lyautey, en 1902, en 1903, il a lancé à travers des sociologues, des historiens et des anthropologues des études, des prospections et des diagnostics sur le Maroc. Pourquoi? Pour étudier la faisabilité de la colonisation. Alors cette prospection a été financée à l'époque par le Crédit Lyonnais, et ces études-là, ils ont recommandé Lyautey de qualifier les terres collectives comme étant des terres inaliénables, imprescriptibles et insaisissables. Inaliénables, ça veut dire des terres qu'on ne peut pas les vendre. Imprescriptibles, ça veut dire qu'on ne peut pas les acquérir par prescription acquisitive. Et insaisissable, ça veut dire qu'on ne peut pas les saisir pour payer une dette. Alors pourquoi ces personnes-là, ils ont recommandé Lyautey de qualifier les terres collectives à l'époque comme étant des terres collectives inaliénables, imprescriptibles et insaisissables? Pourquoi? Pour ne pas nuire aux traditions des tribus et pour ne pas créer par conséquent des situations de révolte. Parce qu'à l'époque, Dounia, si on touche la terre, si Lyautey a touché la terre, ou bien il a changé le statut de ces terres-là, il peut créer une situation de révolte. C'est pour cette raison les historiens et les sociologues, ils ont recommandé Lyautey
de prescrire cette règle. Alors, c'est pour cette raison, en 1912, donc après la colonisation, juste après la colonisation, il y avait un arrêté viziriel, c'est l'équivalent du décret aujourd'hui. Donc, et cet arrêté-là, cet arrêté a adopté cette règle pour protéger les terres collectives. Et par la suite, il y avait le Daher de 1919 qui a adopté lui aussi cette célèbre règle. Et par conséquent, les terres collectives deviennent, en vertu du Daher de 1919, des terres inaliénables, imprescriptibles et insaisissables. Et cette règle Dounia, c'est elle qui a stabilisé la situation des terres collectives au Maroc. Et c'est ce qu'il a dit, monsieur le gouverneur, et je suis d'accord avec lui. D'accord. Donc, finalement, ce caractère inaliénable, je vais y arriver, c'est surtout ce qu'apporte le Daher 1919. Exactement. Quels sont les apports, vu qu'on en parle maintenant? Je vous propose d'approfondir un peu plus, justement, les apports du Daher de 1919. Alors le Daher 1919, il a adopté plusieurs apports. Donc, le premier, c'est qu'il a adopté la célèbre règle, c'est-à-dire comme quoi les terres collectives sont des terres inaliénables, imprescriptibles et insaisissables. Une autre disposition du Daher de 1919, c'est qu'il a légalisé le concept de Nouab Jma'a, parce que c'était une pratique, les Nouab Jma'a, dans le cadre des coutumes locales. Donc le Daher de 1919, il a légalisé ce conseil de Nouab Jma'a comme étant une structure de conseil et de décision. En fait, c'est que la première décision doit être prise par le conseil de Nouab Jma'a, moyennant un PV signé par les membres du conseil, avant d'aller au conseil de tutelle. Alors, le conseil de tutelle des terres collectives, il est représenté par 3 membres. Le premier membre, c'est le président, qui est représenté par le ministre de l'Intérieur. Alors, au cours de la période de protectorat, donc c'était le directeur des affaires politiques. D'accord. Le deuxième membre, c'est le secrétariat. Donc, ce secrétariat représenté par la DAR, c'est la direction des affaires rurales. Alors, au cours de la période de protectorat, donc c'était le directeur des affaires administratives. Et le troisième membre, c'est le ministère de l'Agriculture. Alors, au cours de la période protectorat, donc c'était le directeur des affaires agricoles. Alors, donc, voilà les deux principaux apports que le Daher a apporté, le Daher 1910 a apporté. Et finalement, c'est que, en vertu de conformément à ces apports, un contrat de bail doit être signé par un exemple, le contrat de bail, si on veut louer les terres collectives, c'est-à-dire le contrat doit être validé par le conseil de Nouab Jma'a avant de soumettre ce contrat au conseil de tutelle. Voilà. D'accord, très bien. Alors je rappelle que nous sommes avec Mohamed Lazim, expert judiciaire et directeur général de Guy 4. Il est question aujourd'hui des terres collectives. Et si jamais vous voulez réagir ou poser vos questions, sachez que c'est possible sur l'application Lux Radio. Mohamed Lazim, je vous propose d'écouter un dernier extrait de l'interview de Abdelmajid El Rankari, gouverneur directeur des affaires rurales. C'était au ministère de l'Intérieur, toujours des propos recueillis par Hajar Berry. Moi, je considère que les problèmes qui existent au niveau des terres collectives sont des problèmes normaux. Et sont nés de l'évolution de l'histoire de l'humanité, de la population marocaine, des attentes des citoyens, et il faut faire avec. Alors, c'est vrai que Mohamed Lazim, on en entend parler autour de nous, la situation autour des Soulaliettes, certains la vivent comme une véritable injustice. Est-ce qu'il faut faire avec ? Alors, comme le dit monsieur le gouverneur. Oui, donc je vais rebondir sur ce qu'il a dit monsieur le gouverneur. Alors, je suis d'accord avec monsieur le gouverneur sur la première partie de la réponse. C'est-à-dire, préciser. D'accord. Alors, en fait, c'est que les problèmes que connaissent les terres collectives sont des problèmes normaux. Alors, pourquoi normaux? De par l'évolution économique, sociale et culturelle des terres collectives. Et pour moi, un problème normal, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire c'est un problème ordinaire et surtout prévisible. Prévisible de par, logique. Voilà. Prévisible de par, la qualité d'encadrement juridique du Daher de 1919, qui régit les terres collectives au Maroc, et de par la manière avec laquelle on gère les terres collectives. Mais je ne suis pas d'accord avec monsieur le gouverneur sur la deuxième partie. Alors, en fait, c'est que sur la deuxième partie,
parce qu'il a dit comme quoi il faut vivre avec. Oui, on ne peut rien faire finalement. Voilà. Quelque part, une sorte de fatalisme. Alors, en fait, Dounia, c'est qu'il y a beaucoup de problèmes qu'on ne doit pas les laisser traîner. En fait, plus on tarde, plus les problèmes s'aggravent et plus la réforme devient plus difficile à mettre en place sur le terrain. En fait, la base juridique qui est le Daher de 1919 n'est plus adaptée actuellement à la situation des terres collectives au Maroc, de par le fait que ce Daher a laissé plusieurs failles, et je vais donner certains exemples. En clair, c'est une gestion d'un autre temps. Exact. Et on va illustrer ça par quelques failles que j'ai... Allez-y, voilà. Je vous en prie. La première faille, Dounia, merci. Alors, la première faille, c'est que le Daher 1919 est un Daher très sommaire. Et il a gardé la gestion coutumière des terres collectives. C'est-à-dire, concernant plusieurs questions, il a renvoyé aux coutumes locales, sachant que ces coutumes organisent les terres collectives suivant une politique patriarcale. Et là, on peut évoquer la question des droits des femmes sous les Liyettes. En fait, c'est que dans le cadre des terres collectives, les coutumes locales stipulent quoi? Stipulent que le chef de famille, homme, quand il veut se marier, il aura une quote-part de la subdivision de jouissance. La femme sous les liens, non. 2, c'est que le chef de famille, homme, quand il décède, ce sont les héritiers hommes qui peuvent hériter. La femme sous les liens. Par peur, que les terres aillent à d'autres tribus, c'est ça? Alors, la femme n'hérite pas de ces terres pour éviter justement qu'il y ait un conflit entre les tribus. C'est possible, mais le problème, c'est que ces coutumes-là, ils ont géré les terres collectives à l'époque. Nous sommes en 2018. Les choses ont changé. Le droit positif, il a changé. Donc pour moi, il est plus judicieux de... Enfin, bien sûr, c'est pas normal qu'on traite les terres collectives avec les coutumes locales jusqu'en 2018. Donc le problème réside dans le fait que le Daher de 1919 a renvoyé aux coutumes locales. Et malheureusement, ces coutumes locales adoptent une organisation patriarcale qui déshérite la femme Selouelia. C'est pour cette raison, moi, je dis que le Daher de 1919, il a été beaucoup critiqué et incriminé sous prétexte qu'il a créé des problèmes pour la femme membre de la collectivité. Ça, c'est la première faille. La deuxième faille, c'est qu'il n'a pas défini sur le plan juridique, ça veut dire quoi, un ayant droit. Et quels sont les ayants droit? Pourquoi? Pour pouvoir établir une liste claire et exhaustive des ayants droit. Surtout, et ce problème intervient dans la période de l'exode rural. Alors, pendant l'exode rural, c'est que plusieurs membres quittaient la tribu et ce sont les descendants qui reviennent sur les lieux pour réclamer leur quote-part au moment du partage de jouissance qui se renouvelle chaque 2 ans. Alors, dans ce cas, les Nouab Jma'a trouvent une difficulté pour indemniser certaines familles. Et à cause de ça, ils n'indemnisent personne et la machine s'arrête. La troisième faille, c'est qu'il n'a pas défini le mode de désignation des Nouab Jma'a. C'est pas clair. Donc, tous ces failles-là créent beaucoup de problèmes pour les ayants droit qu'il ne faut pas les laisser. Donc, on doit les résoudre pour résoudre ce problème et pour promouvoir un petit peu les terres collectives. Alors, si j'ai bien compris, par exemple, pour revenir au cas du statut des femmes sous la Liyette, c'est encore comme en 1919, avec le Daher de 1919. Voilà. Donc aujourd'hui, il n'y a aucune nouveauté. Non. Donc, Dounia, le Daher de 1919, c'est un Daher très sommaire. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a renvoyé aux coutumes locales. Donc, la facilité, quoi. Voilà. Il a renvoyé aux coutumes locales. Le problème, donc si on veut critiquer, on doit critiquer les coutumes locales, parce que ce sont les coutumes locales qui ont adopté cette approche patriarcale des terres collectives. D'accord. Alors pour que ce soit clair aussi, Mohamed Lazim, les terres collectives appartiennent à qui? À l'État? Alors, donc les terres collectives, donc c'est un amalgame, donc c'est bien de le dire pour corriger. Alors, il s'agit d'une forme de propriété qui ne relève ni de la propriété de l'État, ni de la propriété du ministère de l'Intérieur. Donc, car les gens, ils considèrent que ce sont des terres publiques. C'est faux. Donc, cet amalgame, on le voit aussi au niveau des schémas directeurs, des schémas directeurs, le SDOL, d'aménagement urbain. En fait, c'est qu'au niveau des études foncières, on considère que l'extension des villes peut être opérée facilement sur certaines formes de propriété, et en particulier les terres collectives. C'est comme si ces terres font partie de la réserve foncière de l'État. Et c'est faux.
D'accord. Alors Mohamed Lazim, dernière question. Quelle solution pour un développement pérenne des terres collectives? Puisqu'on a vu, il y a pas mal de failles, mais on va essayer de terminer sur une note, sur une pointe d'optimisme. Alors, avant de répondre à ta question, Dounia, n'importe quelle réforme, on va trouver des difficultés pour les mettre en place. Mais il faut qu'on commence. Il faut qu'on commence parce que on va trouver des difficultés, des contraintes pour la mise en place de la réforme. On peut la changer, on peut l'adapter avec la situation, mais il faut qu'on commence. Parce que comme je viens de dire, plus qu'on tarde, plus les problèmes s'aggravent. Alors, je peux dire que il y avait plusieurs solutions qui ont été proposées. Donc, certains parlementaires, ils proposaient une privatisation des terres collectives en les cédant aux exploitants seulement. Ça, c'est pour moi. Non, pour moi, je ne suis pas d'accord. Alors, parce que vu que les Marocains sont trop attachés à la terre, les ayants droit non résidents et qui ont quitté les lieux pour s'installer dans les villes vont réclamer leurs droits. Donc, on va créer un problème. Donc, cette solution, à mon avis, ne va pas marcher. Il y a une autre solution, c'est qui dit que il faut racheter les terres collectives par l'État. Et ça, pour moi, c'est pas une bonne solution. Pourquoi? Parce que cela va encourager l'exode rural vers les villes. Et par conséquent, on va créer de nouvelles bidonvilles dans les villes. Alors, à mon avis, je propose, sur le plan juridique, il faut changer le Daher de 1919. D'accord. Qui régit les terres collectives au Maroc pour régler les problèmes qu'on a cités tout à l'heure. Sur le plan administratif, il faut sécuriser les limites des terres collectives en généralisant la délimitation administrative sur l'ensemble des terres collectives et il faut également maîtriser les ayants droit, ça veut dire la liste. Troisième des choses, c'est sur le plan économique et c'est là où il y a beaucoup de travail, c'est que je propose de créer une agence pour le développement des terres collectives. Et cette agence-là a pour mission d'intégrer les ayants droit dans des projets de développement, des projets touristiques, des projets sociaux, des projets culturels, etc. de ces terres-là. Et je pense qu'il faut qu'on démarre la réforme pour pouvoir un petit peu mieux gérer ces terres collectives parce que c'est un très grand potentiel. Et comme il a dit monsieur le gouverneur, il y a 15 millions d'hectares au Maroc qui sont, à mon avis, mal exploité. Et avec cette réforme, j'espère qu'on réussisse un petit peu, Inch'Allah, le projet. Merci beaucoup. Je rappelle que nous étions avec Mohamed Lazim, expert judiciaire et directeur général de Guy 4. Il était question des terres collectives. Merci également à Hajar Berry pour son interview. Vous pouvez réécouter cette interview dès ce soir.